Good afternoon and welcome. Bonjour et bienvenue à l'événement d'aujourd'hui qui s'appelle Appuyer le recrutement, la rétention et le développement de carrière des employés autochtones. Durant cette période tumultueuse, nous savons que les gens sont très occupés et parfois débordés et nous apprécions que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Marie-Louise Acapulus. Vous pouvez m'appeler Marie, je suis SMA principale et voici mon chat de la direction politique et stratégique des relations de la couronne et affaires autochtones du gouvernement du Canada. Je suis honoré d'être la modératrice de la discussion d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître, puisque je suis à Ottawa, je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Je reconnais que nous travaillons tous dans des lieux différents et de ce fait sur des territoires traditionnels autochtones différents. Je vous encourage à prendre un instant pour y penser. Pour honorer la terre, pensez aux premiers habitants de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Bien, maintenant, je vais profiter de cette scène virtuelle pour partager plusieurs choses avec vous. Donnez mes félicitations à l'École de la fonction publique du Canada qui a lancé la réconciliation, un point de départ, une nouvelle application d'apprentissage mobile portant sur les peuples autochtones et leur réalité le 7 décembre. Pour plus d'infos, visitez la section de la pili sur le site web de l'école. Congratulations, Canada School. Et deuxièmement, je voudrais vous féliciter tous. Vous participez officiellement au plus grand rassemblement de ce type organisé par l'École de la fonction publique du Canada. Nous avons près de 1700 personnes inscrites pour cet événement d'un bout à l'autre du pays. Troisièmement et enfin, avant d'aller vers plus, en tant qu'employé autochtone recruté par le gouvernement fédéral il y a plus de 2 décennies, laissez-moi vous dire que rien n'est plus important que de s'assurer que vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais la Covid m'a appris une chose. Bon, plusieurs choses, mais tout d'abord, appréciez les choses importantes dans la vie. Peu importe ce que vous portez, si vous êtes lavé les cheveux, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, ou quelle voiture vous avez. Ce qui importe, c'est ce que vous faites, comment vous le faites, et avec qui. Vous passez 7h30 par jour au travail. Vous devriez aimer ces 7h30. Avec ceci à l'esprit, en 2017, le rapport Unis dans la diversité fut publié. Il identifiait des défis et des barrières auxquels sont confrontés les employés autochtones dans la fonction publique. Ça illustrait le besoin de changement, de transformation et de changement culturel. Et ce, pour tous les gestionnaires et les employés, afin de créer un milieu de travail respectueux et inclusif où on peut apprécier ces 7h30 de travail. Ce rapport a vraiment motivé le changement qui a déclenché des débats et des initiatives dans toute la fonction publique, y compris certains des points qu'on va mentionner aujourd'hui. Nous avons tous notre rôle à jouer pour recruter et développer du talent autochtone dans la fonction publique. Par exemple, une initiative sur laquelle j'ai travaillé, c'est le programme d'analyste politique avancé avec la voix autochtone. Ça se repose sur un programme de recrutement à succès pour créer des occasions d'emploi uniques pour les autochtones diplômés en maîtrise qui inclut une composante culturelle autochtone et se repose sur de meilleures pratiques dans la fonction publique déjà existante. Au bout du compte, on espère augmenter la représentation autochtone dans les hauts paliers du gouvernement et il ne s'agit pas d'embauche de masse, il s'agit d'avoir les bonnes personnes dans les bons emplois. Mais avant de rentrer dans la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de quelques détails administratifs pour améliorer votre expérience durant l'événement. Pour optimiser votre expérience, on vous encourage de vous déconnecter de votre VPN ou d'utiliser un appareil personnel pour regarder la séance autant que possible. Notez que nous avons de l'interprétation simultanée que vous entendez actuellement pour cet événement. Nous vous encourageons à participer dans la langue de votre choix. Aujourd'hui, nous prendrons des questions au travers de l'interface Collaborate Video. Allez en haut à droite de votre écran et cliquez sur le bouton Participer et mettez votre question avec votre courriel. Durant la période de questions-réponses, nous choisirons certaines des questions qui seront examinées. Également, durant la discussion, nous entendrons comment on peut tous faire des choses différemment pour appuyer le recrutement, la rétention et le développement de carrière des employés autochtones. Si vous avez des bonnes pratiques à partager, faites-le au travers de la fonction participer et on essaiera d'en mentionner autant que possible. Avant de commencer notre discussion avec nos panélistes, j'aimerais vous présenter
Paul, Annie, Pierre, qui va donner un premier mot. Paul Annie est le directeur du Centre de diversité et de l'inclusion au secrétariat du Conseil du Trésor. Paul Annie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui alors que nous parlons d'un sujet très important. J'ai rejoint le secrétaire du Conseil du Trésor il y a 2 mois pour rejoindre le Centre sur la diversité et de l'inclusion nouvellement créé. Le mandat du centre est de mener des initiatives novatrices sur la diversité et l'inclusion pour toute la fonction publique. Le recrutement autochtone, la rétention et le développement de carrière sont parmi les secteurs importants sur lesquels on va se concentrer. Un principe clé de ce centre, c'est le co-développement d'initiatives avec des employés qui cherchent des groupes d'équité. Dans mon nouveau rôle, je rassemble des employés de différents réseaux avec des partenaires clés pour travailler sur des solutions efficaces pour un impact important. Nous utilisons l'approche de co-développement. Ça veut dire que nous créons des initiatives et des programmes en collaboration avec les personnes qui vont y participer, tout particulièrement les groupes d'équité. Au cœur de ce processus, il y a l'écoute. Une écoute attentive à l'expérience vécue afin d'informer la conception de ces initiatives, mais également s'assurer que l'on traite de leurs besoins et que l'on prend en compte leur point de vue. C'est de nous assurer que les groupes d'équité participent en amont des initiatives, c'est-à-dire au début de la création et tout au long du processus de co-développement. J'aimerais rapidement mentionner quelques-unes de ces initiatives qui sont pertinentes au thème d'aujourd'hui et pour lesquelles nous avons reçu la précieuse collaboration des employés autochtones. The first one that I'd like to mention. La première que j'aimerais mentionner, c'est le programme Mentorat Plus, le laboratoire d'apprentissage entre le Conseil du Trésor, le ministère des Pêches et Océans, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et Affaires mondiales Canada. Durant cette initiative, les employés des groupes d'équité sont associés avec un dirigeant pour l'avancement de carrière et ce haut dirigeant va prendre le rôle d'un sponsor et ce parrain, entre guillemets, travaillera activement au nom de l'employé et participera à son développement de carrière. Nous savons que c'est tout particulièrement important puisque beaucoup d'employés de groupes d'équité peuvent manquer d'accès à des réseaux informels auxquels certaines personnes ont et qui aident grandement à trouver des occasions de progression de carrière. En place une nouvelle plateforme où divers fonctionnaires pourront partager leur expérience et leur expertise afin de sensibiliser et surtout déstigmatiser les conversations sur des sujets d'importance tels que le racisme, l'homophobie, le harcèlement et la discrimination. Le partage d'expériences et du vécu d'employés autochtones est essentiel pour aider à changer les mentalités. Parmi les autres moyens que nous mettons en œuvre pour améliorer la diversité et l'inclusion, nous avons un projet de recherche visant à moderniser notre approche sur l'auto-identification. Ce projet développera des recommandations qui visent à améliorer les processus, les communications et les politiques pour l'auto-identification dans la fonction publique. Je voudrais aussi souligner que nous avons fait des progrès dans le programme de développement des leaderships. Le processus de nomination des EX1 à 3 a été changé. Maintenant, 50% des nominations doivent être des groupes de personnes ayant un handicap, de minorités visibles ou personnes autochtones. Nous savons que la fonction publique doit mieux appuyer les employés autochtones dans leur développement de carrière. C'est tout particulièrement vrai au niveau exécutif, au niveau de la direction, où on n'est pas au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre. La représentation est importante,
Le fait d'avoir des employés autochtones bien représentés à tous les niveaux du gouvernement aidera à s'assurer que nos politiques, nos programmes et la gestion reflètent mieux les points de vue autochtones. Et très franchement, nous savons que cela va aider avec le recrutement autochtone également. Les résultats du sondage dans la fonction publique de 2019 soulignent certains problèmes qui ont un véritable impact sur la rétention et ce sentiment d'appartenance. Par exemple, les employés autochtones avaient moins de perceptions positives que les employés non autochtones dans les domaines où, comme être traité avec respect, être accepté comme des membres à même pied d'égalité de l'équipe et être dans un ministère qui appuie un milieu de travail diversifié. De plus, les employés autochtones identifient des taux plus importants de racisme et de discrimination à leur égard que les employés non autochtones. En plus de ces statistiques, le rapport Uni dans la diversité apporte de l'information importante sur les véritables barrières auxquelles sont confrontées les personnes autochtones. Et nous savons que ces barrières affectent leur capacité à accéder à des emplois et à gérer leur carrière avec succès dans la fonction publique. Le Bureau du Conseil privé, la Commission de la fonction publique du Canada et le Bureau de la dirigeante principale des ressources, là où je travaille, de même que l'École de la fonction publique, avec l'ensemble des administrateurs généraux, ont collaboré pour essayer d'apporter des solutions concrètes pour réduire et éliminer les obstacles à l'emploi dans la fonction publique, ceux rencontrés par les employés autochtones. I know at the center. Je sais que ce rapport est un document vers lequel on continue de se tourner. Ça a été une des nombreuses sources d'informations qui nous a permis de parler de l'importance de mettre en place ce programme de parrainage pour appuyer la progression de carrière pour les groupes d'équité. En traitant des barrières et en apportant un soutien à la progression de carrière et à la rétention à long terme des employés autochtones, nous visons à les appuyer pour qu'ils arrivent à leurs objectifs personnels et professionnels. Nous contribuons ainsi à la réconciliation. Et je voudrais dire que nous avons tous un rôle à jouer. Pour les employés non autochtones, certaines pratiques importantes sont par exemple d'être conscient de ces biais inconscients, développer une prise de conscience culturelle et apprendre à propos de l'histoire des peuples et des communautés autochtones, ainsi que de l'impact continu du racisme systémique. Pour les gestionnaires qui embauchent, il faut renforcer notre prise de conscience et notre capacité à appliquer de bonnes pratiques dans le recrutement et la rétention d'employés autochtones. Avoir des conversations éclairantes, enrichissantes sur les cultures, l'histoire, la vision du monde, les droits et les réalités des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que les peuples autochtones au Canada. J'espère que vous trouverez aujourd'hui des réponses et surtout des outils pour vous appuyer dans le recrutement, la promotion et la rétention d'employés autochtones. I would like to thank... J'aimerais remercier les panélistes qui se joignent à nous aujourd'hui et de leur partage d'expériences et des outils. Nous nous réjouissons à avoir des ressources pour appuyer les différents efforts de recrutement, de rétention et de progression de carrière des employés autochtones. Je me réjouis de la discussion. Maintenant, je repasse la parole à notre modératrice. Merci. Thank you, Paulanie. And Merci, Paulanie. Et juste pour clarifier, même si je suis ravi maintenant de passer à nos panélistes pour la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai avec moi ici, les panélistes peuvent simplement faire bonjour de la main pour que les participants vous voient. Je sais que vos noms sont là, mais ça aide aussi lorsque nous avons tant de gens en ligne. Alors tout d'abord, nous avons Ipeli Fu, qui est né et a grandi à Ottawa, et est un bénéficiaire inuit dont la mère a grandi à Igloolik, au Nunavut.
Dans son dernier semestre, il est en train de compléter un diplôme en commerce avec une spécialisation en commercialisation en marketing. Depuis août 2019, Ipeli rejoint le Centre autochtone d'expertise et est le cofondateur et co-dirigeant du Cercle étudiant national de peuples autochtones, un réseau fédéral d'étudiants autochtones travaillant au gouvernement du Canada. Ensuite, nous avons Nathalie Gagnon. Nathalie est Anishinaabe et est née dans le territoire Wabanaki des provinces de l'Atlantique au Nouveau-Brunswick. Elle a plus de 30 ans d'expérience en décision politique, gestion de grands projets et en gestion d'organisations liées aux peuples autochtones, des femmes et des jeunes. Depuis juin 2019, Nathalie est directrice associée pour l'appui et la recherche ministérielle dans la série d'apprentissage autochtone à l'école de la fonction publique. Ensuite, nous avons Margarita Spence Pellick, qui est Mushkegowuk Cree de la Première Nation Fort Albany. Elle a travaillé au secrétariat du Conseil du Trésor pendant 1 an dans le bureau du directeur principal des ressources humaines. Tandis qu'elle était au Conseil du Trésor, Margarita a travaillé sur le développement des voies de carrière pour les employés autochtones, un outil en ligne visant à appuyer le développement de carrière des employés autochtones. Margarita a récemment été transférée vers Services autochtones Canada et travaille maintenant dans la branche des réformes des services à l'enfance et familiaux. En tant que nouvelle employée dans la fonction publique, elle est ravie de faire partie de ce travail. Et quatrièmement, nous avons Karine Picard, des Premières Nations de Wendake. Karine a commencé sa carrière dans la fonction publique dans le premier groupe d'étudiants autochtones à l'époque, mené par ce souhait de rendre à sa communauté autochtone. Elle est fière d'appuyer le recrutement autochtone en fonction publique. En tant que gestionnaire en poste du Centre autochtone d'expertise, ses objectifs incluent de faire face aux barrières au recrutement autochtone en augmentant l'accès aux candidats autochtones talentueux et de mieux équiper les gestionnaires et les spécialistes en ressources humaines. Bien, nous avons une belle brochette, donc commençons cette discussion. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question, Nathalie. Alors, Nathalie, en tant qu'employée de la fonction publique autochtone et en tant que gestionnaire, comment pensez-vous qu'on peut mieux appuyer les employés autochtones pour ce qui est du recrutement, de la rétention et ou de la progression de carrière? Et peut-être une autre question, quels seraient certains des défis auxquels vous êtes confrontés en tant que gestionnaire lorsque vous essayez d'apporter un meilleur soutien? Ou y a-t-il des outils et des ressources que vous pourriez suggérer? À vous la parole, Nathalie. Louisa, that's a three big questions. I'm going to start by saying humbly that yes, even though I am First Nations, I don't know about all the other First Nations, either the Inuit or the Métis. So I do have unconscious bias also myself, and I have to be always aware of those. I think there's a few things that I've learned in my career, and some of them relate to recruitment and retention, and especially advancement also. But when I look at a recruitment, Interprète s'excuse, la qualité du son n'est pas suffisante pour l'interprétation. Le micro est derrière la bouche de l'oratrice. Nations, Inuit and Métis people are graduating from university and so on. I think in our educational equivalencies, we don't take enough into consideration or emphasize enough the cultural knowledge and competency aspect that we probably do need as we move into the federal public service. So I think it would be nice if we could have a good look at that and see how we can add those as in, just as more, if not more important than the educational equivalencies. For the retention, I know that this might be a contentious issue, but I think we need to look at language requirements. I don't know a lot of First Nation schools that had the opportunity to have French immersion taught in their schools. So already a lot of First Nations, Inuit and Métis youth or people are starting with that very big problem as they face the federal public service, either to get in or to advance in the public service. So I think that is one thing also that I would look at. I think having access to an elder, to be able to go to the Lodge, to be able to go to the Iskotek Lodge are things that are really important also.
You don't find that necessarily in the regions, but here in Ottawa you can find those. But in the regions you can find access to elders who can help you. I think also understanding and accommodating the work requirements or expectations that Indigenous employees have when they go back to their community is really important. They represent the federal government. They're going back into their communities. It is not always something easy. It isn't always easy to walk into both of these worlds, and that's something that I don't think a lot of other communities have to face. That's something that's really important also for Indigenous people. Um, Having people, ensure that they take part in the various leadership programs, give them acting opportunities. I think that's very important. For myself as a manager, I know I need to learn more about other Indigenous communities and realities. I think that having a diverse workplace helps in that because you can have different people coming in. I heard not very long ago someone say something that really resonated with me. They said anyone can speak. It seems like anybody can speak about Indigenous issues these days. You don't have to be Indigenous. And I'm not talking about the allies because we do need allies. But when we're talking about Indigenous realities, we need to leave that in the voices for Indigenous people. For me, it's sort of like if you're talking about Black issues and you have a white person talking about that, you've lost credibility. Or if you're talking about women's issues and it is a man who's talking about it, again, you've lost credibility. But there is still that systemic racism about how anybody being able to talk about Indigenous issues. And that's taking voice away from Indigenous employees. So I think it's important for us to recognize that. For myself, moving into the federal government and moving up, I have been blessed with a network of Indigenous colleagues that have helped me out. I've been part of the Aboriginal Leadership Indigenous Initiative program, which has helped me also. So I will always encourage all of my staff and everybody that I work with, whether they're Indigenous or not, to look out for these programs because they really do help you as you move forward. So I don't know if I've answered enough of your question, but that's pretty much how That was great. my experience is up to now. So maybe C'était formidable. Alors, à nouveau, désolé que l'interprétation n'ait pas pu être possible à cause de la qualité du son. Alors, vous avez raison, vous identifiez bien le problème. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de langue. Et je vais peut-être commencer par répondre à l'une des questions et puis je vous ferai part d'autres choses qu'on a reçues en ligne. Les gens demandent qu'est-ce que l'on fait à propos des exigences linguistiques pour les postes de plus haut niveau. Alors, je vais vous dire une chose, au moins dans les 2 ministères où j'ai travaillé le plus récemment, c'est que on en a fait beaucoup plus sur le non-impératif au niveau des exigences linguistiques. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on dit ça ne devrait pas être une barrière. On va s'assurer que ces individus aient accès à la formation nécessaire. On a également investi beaucoup dans la formation linguistique dans les ministères. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de ministères. Donc moi, j'ai passé la majorité de ma carrière en Colombie-Britannique. Lorsque j'ai essayé de revenir à Ottawa, je suis d'accord avec vous. Karine et moi, on en parlait à l'époque, parce qu'on travaillait ensemble, que c'est un défi, cette question linguistique, et comment on peut briser cette barrière, la surmonter. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais alors que les ministères commencent à réaliser, alors je dirais ça aux employés autochtones, on est très demandé. On est très prisé, les gens veulent embaucher des gens comme nous à l'heure actuelle. Mais cette question linguistique, Nathalie, vous l'avez mentionné, j'ai travaillé dans l'éducation et l'immersion en français n'est pas disponible sur les réserves. Et partout où vous grandissez dans ce pays, l'accès à la formation linguistique est limité. Et donc je crois qu'en tant que gestionnaire, on doit s'y engager, et je sais que ça a été mon cas. Mais quelque chose d'autre qui a été soulevé par quelqu'un, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est cette notion d'appuyer les langues autochtones dans la fonction publique. Et je ne sais pas, juste pas pour vous mettre sur la sellette à nouveau,
Mais je voulais juste savoir si vous aviez des idées sur cette question pour ce qui est d'appuyer les langues autochtones dans la fonction publique. À nouveau, l'interprète est désolé, mais la qualité du son n'est pas suffisante pour l'interprétation. We'll have some comments on that also. Coming back very rapidly to the language issue, as I'm a proud Francophone. It's my first language. Unfortunately, I didn't learn Anishinaabe because I was part of the 60s fleet. I'd love to be able to learn it, and as a federal employee, I would love it if the federal government helped supporting me in learning what should have been my native language. I think we need to recognize that it's colonialism that brought this on, this lack of French knowledge in Indigenous communities and the lack of Indigenous language knowledge in other communities. So how do we break down that colonial barrier that has been set up? I think that, yes, as we move forward with the Indigenous Language Act, hopefully we'll eventually, in a few years, or I don't know how long, but hopefully Canada won't just be a bilingual country. It will be more than a bilingual country. It could be trilingual, quadrilingual. I mean, there's countries that are smaller than us that have 4 or 5 official languages. It should not be an issue. We should be able to do that easily. Good, thanks. Okay, well, I think I'm going to give Natalie a little bit. Bien, alors je pense que je vais donner à Nathalie une petite pause et puis je vais m'attaquer à quelqu'un d'autre. Alors, Karine, j'ai mentionné qu'on a travaillé ensemble. Alors voici une question pour vous. Comment pensez-vous que les outils récemment lancés par la Commission de la fonction publique peuvent appuyer les gestionnaires qui cherchent à recruter des employés autochtones? Alors, merci Mary. Oui, on travaillait ensemble. J'ai aussi un chat, vous n'êtes pas la seule. Ce que je dirais tout d'abord, c'est que il faut ajouter cette boîte à outils à vos favoris sur Internet. Première phase de la boîte à outils, après de nombreuses consultations avec différents réseaux autochtones et ministères clés. L'objectif de la boîte à outils est vraiment de créer un répertoire de ressources afin de faciliter le recrutement des personnes autochtones dans la fonction publique fédérale. Autrement dit, nous équipons les gestionnaires et les spécialistes en ressources humaines avec des outils, des ressources et des conseils. One great example. Un bon exemple, c'est d'ajouter quelque chose directement sur la fiche, avoir des dates fixées dans le temps dans les 2 langues officielles pour que les candidats puissent parler avec une personne autochtone qui travaille à l'équipe. Les candidats peuvent poser des questions à propos de la culture de l'organisation et la compétence culturelle de l'équipe. Peut-être que vous pouvez même avoir un conseiller en ressources humaines pour expliquer le processus de dotation en termes très simples, bien sûr, et répondre aux questions. A great example in our toolbox is to train your board members. Un autre exemple dans notre boîte d'outils est la formation de vos membres du conseil. Oui, c'est important, mais il faut quand même une formation supplémentaire. Et il ne s'agit qu'un outil. Nous devons essayer d'avoir d'autres outils. Nous avons un cercle interministériel qui s'appelle ICAR et qui est très important. Le but est de briser des obstacles qui existent dans le parcours pour les employés autochtones. Oui, merci. Et beaucoup de bonnes idées. Et pour les gens qui font partie du panel, les questions touchent au modèle régionalisé, peut-être un modèle régional qui pourrait refléter les langues autochtones. Et on reçoit également des questions. Comment exercer une certaine influence à un certain niveau en ce qui concerne le processus de l'embauche. C'est ce genre de questions que je reçois. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les autres membres de notre panel.
Par exemple, pour ces personnes qui se trouvent au niveau PM3 ou AS2 ou bien EC4, je m'exprime comme une fonctionnaire. Comment est-ce qu'on pourrait influencer ces processus? Je pense qu'il y a une variété de moyens d'exercer une influence. D'abord, il faut inviter votre gestionnaire à un événement autochtone. Il y a la semaine de sensibilisation où il y aura des activités et c'est très bien. Les gens peuvent y participer et ils vont apprendre notre culture. Les livres qu'on lit, étant donné la pandémie de la COVID, on regarde la télé, on lit des livres, etc. Vous pouvez peut-être parler à votre gestionnaire, demander quels sont les livres que vous avez lus récemment. Ça fait partie de vous, de qui vous êtes. Et votre gestionnaire va remarquer les différences qui existent au sein de l'équipe même. Nous lançons un inventaire autochtone en ce qui concerne les Autochtones. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parlez-en à votre gestionnaire. Et si vous faites partie de ce changement culturel, les autres qui vous entourent voudraient y participer. Excellent. Margarita, maintenant, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que les parcours professionnels pour les employés autochtones qui sont en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ces personnes? Quelles sont les ressources qui sont disponibles à ces employés? Je veux tout simplement dire que je vous remercie d'être ici. Je vous remercie de vos questions également. Je vais essayer de répondre aux deux questions. Ces voies, ces parcours des carrières peut être un outil très utile pour les gestionnaires. C'est quelque chose d'uniforme, un outil qui est très uniforme, très précis, qui a été construit avec cette idée de fournir une aide aux employés autochtones. J'aime beaucoup particulièrement les façons d'inclure les nouvelles employés et avant de devenir permanent, cette année, j'avais rempli 3 contrats au secrétariat du Conseil du Trésor. L'expérience n'était pas vraiment excellente. J'ai reçu beaucoup de documents, ma toute première journée au travail, et il y avait tout un déluge, une déluge de courriels. C'est probablement ce que les autres employés ont vécu également, mais c'est quelque chose quand on est nouvelle. On veut que les employés continuent à apprendre à lire pendant quelques jours, quelques semaines. Alors, je crois fermement que ce portail en ligne d'un parcours professionnel va vraiment aider aux employés autochtones de s'améliorer. Étant donné le fait que ce parcours professionnel détient des renseignements qui sont très précis
et que vous n'allez pas peut-être trouver ailleurs. Les gestionnaires pourraient également offrir des documents en PDF et autres en supplément de ce qui se trouve au portail. Pour votre deuxième question sur le cheminement d'une carrière, il y a des moyens de le faire à tous les niveaux, du bas en haut, jusqu'à la préparation à la retraite. Je sais que c'est très important que les employés soient au courant de ce qui existe pour qu'ils puissent se renseigner. Eh bien, oui, c'est ça. Eh bien, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui va plaire à tout le monde. J'ai partagé votre expérience. Vous arrivez à votre poste de travail et on vous donne un cartable qui est énorme et on se demande qu'est-ce qu'on devrait en faire, qu'est-ce que je dois faire tout de suite. Alors, c'est très bien ce que vous avez dit. J'ai une pratique exemplaire que je veux partager avec vous. Il y a une politique d'apprentissage culturel dans ISCA qui engage tout le monde au ministère, peu importe votre niveau, de terminer au moins 15 heures d'apprentissage culturel. Ce n'est pas nécessairement un examen en ligne ou un certain nombre de livres à lire. Ça peut être n'importe quoi. Peut-être vous pourrez regarder un film. Vous pouvez visiter une collectivité. C'est très ouvert. Ce qui devrait constituer ces 15 heures. On voulait que ce soit acceptable à tout le monde. On peut même faire un apprentissage de langue autochtone pendant 15 heures. C'est quelque chose de différent. Très bien. Passons. Ipili, c'est à vous maintenant en tant qu'étudiant. Nouvellement arrivé au gouvernement, pouvez-vous décrire vos expériences? Et c'était vraiment une expérience phénoménale qui m'a énormément touchée. J'étais embauchée d'après un programme qui porte sur les initiatives pour la jeunesse autochtone. J'ai pu participer à beaucoup d'événements en été, mais moi particulièrement, j'écoutais aux étudiants, tout comme vous, Mary. Je me souviens, vous avez visité notre cercle. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a enseigné comment, par exemple, penser de façon stratégique. Et j'ai appris que le leadership se trouve à tous les niveaux et bien d'autres choses. J'ai beaucoup appris en ce qui concerne les obstacles qui existent pour les employés autochtones dans la fonction publique. La semaine prochaine, j'ai un examen, mon dernier examen. Si on m'offre un poste, écoutez, Karine, cela me donnerait l'occasion d'être jumelée avec un gestionnaire dans le domaine de marketing. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas limité à un endroit. Par exemple,
dans la région de la capitale nationale, mais on a des possibilités de travailler partout au Canada. Le fait que je vienne de la région de la capitale nationale, ça m'a énormément aidé. Et le fait que j'ai mis autochtone sur mes demandes d'emploi, ça m'a énormément aidé. Je dis cela aux tous qui m'écoutent. Margarita a parlé de beaucoup de ressources très utiles dans les liens qui se trouvent dans le courriel qu'on vous a envoyé. On va vous les envoyer encore une fois. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Vous aurez ces liens. Et je me souviens de ces séances. Oui, je m'en souviens et c'était excellent. Quand j'étais jeune et quand on m'a recruté, ce genre de choses n'existait pas. Mais maintenant, vous pouvez avoir une conversation avec un employé, un fonctionnaire autochtone qui va vous aider. Je vais maintenant revenir à la deuxième ronde et je vais poser des questions. Karine, par exemple, la fonction publique passe du temps à prévoir l'intégration des étudiants. Mais très souvent, après ces programmes, après la fin de ces programmes, ces étudiants ne sont pas nécessairement embauchés, ils ne sont pas comblés. I appreciate the kind words. Et merci également à IPLI. Ce que vous venez de dire est très, très important. On a recruté plus de 500 étudiants autochtones lors de ce programme l'année passée, seulement l'année passée. Et ces personnes devraient pouvoir rester parmi nous. Quand je vois la voie qui est créée pour les étudiants autochtones est très important. Alors, regardez, même si vous ne trouvez pas la personne parfaite, pour le moment, c'est tous les 4 mois qu'on va afficher une demande de candidat. Par exemple, je sais que vous attendez, vous anticipez la deuxième phase, mais ça vient. Et nous allons pouvoir mettre en place un programme pour recruter d'excellents étudiants au niveau postsecondaire. Je pense que je l'ai dit à IPLI à un moment donné. Essayez de contacter du monde. Il y a cette chose excellente qui s'appelle l'inventaire plutôt du gouvernement du Canada. Dans mon poste et dans la section où je trouve actuellement, il y a des postes vides. Les gens m'écrivent de temps en temps, même souvent pendant la semaine, pour me dire « Je suis sur le point de combler un poste. Qu'est-ce qui arrive? » On me dit « Mary, cessez de faire cela. Il faut viser uniquement l'inventaire. » Mais écoutez, vous pouvez toujours vérifier avec une personne avec laquelle vous avez travaillé en tant qu'étudiant pour voir et pour dire il y a un poste vide dont je veux vous parler. Écoutez, maintenant, je pense que je vais revenir à Margarita.
Margarita, je voulais vous poser cette question. Étant donné vos expériences vécues, quels sont les soutiens que vous voudriez voir mis en place qui n'existent pas maintenant, mais un soutien qui pourrait être élaboré à l'avenir? C'est une question fort difficile. Pendant le processus de consultation, pour la mise en œuvre du programme du parcours de carrière, il y avait une ressource qui manquait. Je n'avais pas réfléchi à ce propos en ce moment-là, mais j'aimerais avoir cette situation où il y a des gestionnaires autochtones qui gèrent des employés autochtones. C'était quelque chose qui manquait. Il faut corriger cela. Et vous savez, la voie vers une carrière, c'est quelque chose qui pourrait aider aux employés de façon générale, mais ce n'est pas quelque chose qui va régler le racisme systémique qui existe à l'intérieur de l'institution. J'ai eu une discussion avec un collègue qui m'a mené à réfléchir davantage à propos de ces initiatives. La réalité des employés autochtones qui travaillent à l'extérieur de la région de la capitale nationale ont des expériences très différentes en ce qui concerne le milieu de travail. Alors, ce sont des choses très différentes. Mais surtout, j'aimerais que les initiatives qui sont présentées aujourd'hui pourraient représenter le fondement d'un système de changement plus généralisé. Non, c'est excellent ce que vous nous avez dit. Je pense qu'on pense, vous et moi, de la même façon. Et je souriais, je ne voulais pas manquer de respect pour vous, mais nous avons une partie composante du programme qui s'appelle la semaine de survie et où on parle de la situation de quelqu'un qui est autochtone et qui est fonctionnaire. Est-ce qu'on est uniquement le seul autochtone ou est-ce qu'on devrait avoir une formation de la prise de conscience de ce que c'est être autochtone, employé autochtone? C'est un peu le revers de la médaille. Alors, quand vous avez dit ça, on va faire ça. C'est une excellente idée et on va faire cela. Appelez. Les soutiens que j'aimerais voir en tant que nouvel employé à la fin de l'été de 2020, j'étais l'organisateur d'un événement et on avait ce genre d'événement qui était très important. Katie Cameron et moi, nous avons pu créer un cercle, le Cercle national des étudiants autochtones, qui s'appelle NISC. Et nous célébrons la culture autochtone. On a des invités, des conférenciers qui étaient nos mentors
ce genre de choses. Ça nous aide à auto-identifier en tant que personne autochtone dans la fonction publique et ailleurs dans le gouvernement. Ce que j'ai appris de NESC et faisant partie de ce réseau et ayant des mentors autochtones, ça m'a énormément aidé. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Souvent, les gens ne sont pas donnés le temps, d'une heure même, pour participer à ce genre d'événement. Merci. Je vais maintenant regarder les questions et commentaires que je reçois. Par exemple, il y a des commentaires sur les inventaires. Je peux peut-être répondre à cela. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne savent pas s'en servir? Karine pourrait m'appuyer à ce propos. J'insiste que cela fait partie de l'évaluation de rendement d'un gestionnaire. Les gestionnaires doivent me montrer qu'ils avaient consulté ces inventaires. C'est ce que je fais. Pourquoi créer un ensemble de possibilités? Pourquoi créer une paperasserie si on ne va pas consulter ce qu'on a créé? Nous allons faire cela davantage. Et j'ai une question excellente ici devant moi. Nathalie, je vais vous la présenter. Vous pouvez peut-être répondre à cette question. Quelqu'un demande qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce qui concerne le recrutement des personnes autochtones qui se trouvent dans des endroits éloignés, qui ont de la difficulté à venir assister aux universités. Vous savez ce que c'est, ce pont d'étudiants où c'est quelqu'un qui termine leurs études et puis après cela est embauché. Mais si on se trouve à Castlegar, en Colombie-Britannique, pourquoi est-ce que j'ai dit Castlegar? Je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à recruter ces personnes-là, ou même les gens qui se trouvent dans les territoires du Nord-Ouest? Dans un autre emploi, je travaillais, je m'occupais des parcs au Canada et beaucoup des parcs se trouvent dans des régions très éloignées. J'étais au courant de la région. Ce n'était pas quelqu'un qui venait du sud du Canada pour gérer un parc. Moi, j'étais très au courant. Et les gens qui sont liés à ces terres, à ce territoire, veulent y rester. Alors, quand on regarde les exigences en matière d'éducation, on regarde la compétence de la personne. On dit, regardez l'avenir. Si vous allez partir, la personne qui vous remplace, quelles sont les qualités dont on aura besoin? Par exemple, un biologiste ou quelqu'un d'autre. S'il y a un jeune gens de la région qui s'intéresse à ce que vous faites, vous encouragez cette personne. Et, par exemple, j'avais un étudiant qui voulait être un chef, un cuisinier, parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était faire de la cuisine lorsqu'il allait sur la terre. Et un autre qui voulait être biologiste. Identifier ces personnes et aider à ces personnes.
dites à ces personnes, c'est là où vous devez vous diriger à l'avenir. Vous faites un investissement en ce qui concerne la collectivité qui est là-bas, très éloignée. Et cela marche. Nous avons fait cela par le passé et cela a réussi. Ça, c'est très important à poursuivre, d'après moi. Ah, fabuleux. Merci. Karine, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos? Nous en avons parlé, nous deux. On disait à l'époque, qu'est-ce qui se passe pour les gestionnaires de programmes ou les postes à des niveaux différents au gouvernement? Je sais qu'on en a parlé par le passé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en ce moment? Écoutez, lorsqu'on parle du recrutement post-secondaire, il faut songer à l'inventaire. L'inventaire commence dès l'école secondaire. On a aujourd'hui des étudiants autochtones au niveau de l'école secondaire qui recherchent des postes au sein du gouvernement. Mais si, par exemple, on peut identifier ces personnes, écoutez, contactez ICO, c'est très important. Si vous littéralement entrez, vous pouvez entrer en Google les lettres même et vous allez trouver les noms des étudiants qui font partie de l'inventaire. Vous allez trouver également des mentors comme Mary, mais autre chose, des outils également. Nous sommes là pour vous aider à embaucher au niveau de l'école secondaire jusqu'au niveau post-universitaire, post-doctorat. Quand vous voulez doter un poste, vous devez garder le niveau minimal de compétences nécessaires pour le poste. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde ait un doctorat pour remplir votre poste ou un poste quelconque. Vous allez voir les compétences, mais vous allez voir que l'éducation, ce n'est pas tout. Et il y a d'autres solutions de rechange. Des fois, on n'a même pas besoin d'un diplôme au niveau secondaire. Vous pouvez parler avec votre conseiller et c'est une façon de procéder. Alors, il y a To access it. So, yeah. I think I pretty much said it. Again, it's just to go literally in sorry. Google, Okay. hire a student, FSWEP, F-S-W-E-P. I'm not good spelling letters out of the blue, but Google FSWEP and just select Aboriginal in the Employment Equity Group. And that'll pop it up? Okay. Exactly. You'll have. And if not, they can email you, right? Aboriginal Center of Expertise. Email us. Okay, good. Just checking. All right, that's awesome. Okay, we've got 10 minutes left before we go to our other Q's and A's. So what I'd like to do is I've got a couple questions, so we're going to help the panelists here, everybody. Everyone's going to get the same question. So I'm getting you all ready now. So the first question is, in an ideal world, if tomorrow you could remove one barrier to the recruitment or career development for Indigenous employees, what would that barrier be? And you can explain a little bit more if you want. And now we're going to I'll start with Natalie. Oh, sorry, Natalie. That's fine. I have no problems with it. I think we need to make sure that we have a really good welcoming environment and that we have a good onboard
Qualité du son malheureusement insuffisante. Look at the language and educational requirements, but look at the strengths that the Indigenous employees are bringing, especially the strengths. And we don't do that often enough. I think we have these forms and we have to fill them out and so on. So it can be a little bit nerve-wracking when you're not from the public service to try to find a job in the public service. I would also ensure that when you go to high schools, especially high schools where there's a lot of Indigenous youth, explain to them how to fill out those forms and how to make sure that they give enough information so that we know what their strengths are, and then that we can capitalize on those. That's what I think we should really be looking at. Okay, thank you. Margarita. Très bien, merci. Margarita, quelle est la barrière que vous aimeriez retirer? Si vous aviez une baguette magique. Alors la barrière que je retirerais, ce serait celle qui entoure les langues, spécifiquement. Donc l'exigence de la deuxième langue officielle. Je crois que c'est particulièrement important de l'éliminer lorsque les employés autochtones parlent leur langue autochtone. Je ne veux pas dire que c'est rare, mais je crois que c'est vraiment une très bonne chose que les individus aient ça et qu'ils aient ça dans leur travail aussi. Ça peut être très bénéfique. Et je crois que ça va aussi dans l'autre sens parce que j'ai entendu des discussions à propos de l'exigence linguistique. Et si vous parlez votre langue autochtone, alors que peut-être ça serait une justification pour le fait de ne pas apprendre la deuxième langue, mais à nouveau, il faut se souvenir que à cause de l'oppression coloniale au Canada, beaucoup de gens ne parlent pas leur langue autochtone. Donc c'est soit anglais ou français, et puis c'est à peu près tout. Et comme vous l'avez mentionné, il y a vraiment un manque d'accès à l'apprentissage, que ce soit l'anglais ou français, dans les écoles en réserve. Donc les langues, c'est clairement pour moi. Bien, c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que dans ma famille, je suis marié, je vois la différence, vous avez raison. De mon côté, ça n'a jamais été transmis, la langue autochtone, mais ma belle-mère, lorsqu'elle est décédée il y a quelques années, elle était la dernière qui parlait le cri dans la famille. Et c'était triste parce que ça s'arrêtait là, mais elle avait la langue. Mais à nouveau, c'était pas encouragé à le transmettre. Alors comment, en tant que fonction publique, et surtout maintenant que nous avons les lois sur les langues autochtones, comment est-ce que l'on peut appuyer ça? Je crois que c'est très intéressant, donc merci d'avoir partagé ça. Alors on va aller à Ipeli. Alors pour moi c'est assez concis. Ça serait qu'un gouvernement culturellement compétent à tous les niveaux, des étudiants aux ministres, parce que je trouve que c'est effrayant de rejoindre la population active, mais il faut être prêt à faire face à du racisme au milieu de travail. Ça ne devrait pas être quelque chose duquel je dois m'inquiéter, mais malheureusement c'est le cas. Mais on est résistant, on est fort. Et le fait d'avoir un gouvernement du Canada culturellement compétent, ça serait formidable, ça changerait beaucoup de choses. Très bien. Karine, quelle est votre barrière que vous éliminez? Alors, avant de passer à la barrière, je voulais simplement réagir à ce que vous avez mentionné. Je crois que c'est important lorsque je regarde dans ma communauté à Wendake, notre langue autochtone est enseignée à l'école primaire. Donc maintenant, tout le monde peut apprendre la langue depuis le début. Et je crois que c'est une chose formidable. J'aimerais voir ça davantage dans toutes les communautés au Canada. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, pour moi, je crois que c'est d'apporter
une juste éducation et des opportunités sur les réserves qui inclut du mentorat et des parrains au sein du gouvernement du Canada. Donc, tout de suite, de l'école vers un gouvernement du Canada pour qu'il n'y ait pas de problème à trouver des emplois. Et je ne parle pas de déménagement, je ne parle pas d'avoir des personnes autochtones qui doivent s'en aller pour quitter le lycée ou quitter la réserve pour finir le lycée. Non, je parle de faire les choses différemment. Surtout avec la COVID, vous pourriez terminer le lycée et avoir une voie directe ou une carrière. Ça serait très motivant de terminer le lycée, d'avoir un formidable emploi. Très bien, alors vous savez ce que je vais faire, parce qu'on s'approche du moment au passage vers les questions-réponses. J'ai une très bonne question à vous poser. Je crois que plusieurs d'entre nous en avons parlé. Déjà, nous avons quelqu'un qui soulève la problématique du fait que pas toutes les équipes sont des lieux sûrs pour les personnes autochtones et accueillants. Je vous comprends tout à fait. Alors, on parle de mécanismes qui seraient en place pour parler d'environnement de travail peu sécuritaire. Comment est-ce que l'on peut approcher les choses comme l'Indien de service? Bon, j'ai fait ça, merci beaucoup. Et dans cette situation, bien sûr, je ne connais pas leur nom, alors je ne partage rien au-delà de ce qui m'a été dit, mais ils ont été encouragés à baisser le nez et pas se plaindre. Donc c'est la situation classique où c'est pas un espace sûr, vous voulez dire quelque chose, donc vous dites quelque chose et puis on vous dit de vous taire. Ça n'est pas beaucoup plus clair que ça. Donc je vais commencer et peut-être passer à autre chose. Vous pourrez m'indiquer qui est prêt à parler là-dessus, mais je trouve que c'est très malheureux et en tant que fonctionnaire, je présente des excuses au nom de la fonction publique que vous ayez dû rencontrer ça tout d'abord parce que ça ne devrait pas être le cas pour qui que ce soit. Et ça place une barrière, ça ne devrait pas être l'expérience pour quiconque. Et unis dans la diversité, c'est un mécanisme pour y arriver. Et ce rapport est ce mécanisme parce qu'il parle d'avoir un lieu où les gens peuvent parler de ces choses-là. Nous avons besoin de ça. Je sais que l'on essaye de faire des efforts. Dans les ministères, il y a des endroits comme l'Ombudsman et des choses comme ça. Moi, je n'abandonnerai pas. Il y a des employés autochtones, il y a des réseaux d'employés autochtones qui savent généralement s'occuper de ces situations-là et peuvent vous aider durant ces périodes difficiles. Il y a les ressources humaines qui parfois travaillent avec ces groupes. Et moi, je poserai des questions, et ça serait une chose, mais je crois honnêtement qu'en partie, c'est nous, les peuples autochtones, qui devons nous exprimer. Alors, ne baissez pas la tête. Je crois qu'on trouvez un autre ministère où travailler. Vous avez raison, venez travailler avec moi ou Karine ou les autres gens formidables. Il y a vraiment des lieux très sains, des espaces très sains. Et je crois que même durant la COVID, moi, mon équipe était ma famille. Je me sentais tout à fait en sécurité, culturellement accepté, en sécurité. J'avais des gens qui me posaient des questions à propos de mes origines de façon très respectueuse, qui essayaient de comprendre cette question de métis, comment on se définit. C'est quelque chose qui est très chargé politiquement et je n'ai aucun problème à expliquer d'où je viens. Mais la façon dont les gens m'approchaient était vraiment très facile. Et je dirais que ça serait mon conseil, mais y a-t-il quelqu'un qui voudrait donner des suggestions? Nathalie hoche de la tête, donc on va écouter Nathalie en premier. I hear you, and I have a Qualité du son malheureusement insuffisante. also, and I think one of the things, as you mentioned it, Maria-Louisa, is don't take it. Stand up and try to find allies. Try to see if there's somebody out there who understands, and sometimes you have to go to someone who's part of an equity group, and they might understand and they might support you. I know it's hard though, because if you're the first one in the department to speak up and say, this is not right, and I'll explain to you why it's not right, you do get branded sometimes, but don't worry about it.
people who were branded are often the people who change things. There's a whole network out there of Indigenous employees. Just reach out to them. Reach out to them and ask them for support. If that department doesn't work for you, then yes, definitely find another one. But hopefully you can stay and make a difference. And I think that's the most important thing. But don't lose yourself and don't lose your soul as you're doing it. I almost did in one department and it's not worth it. So remain true to yourself. That's very, very important. And that's great advice. Et c'était un très bon conseil de rester vrai envers soi-même. Alors Margarita puis Karine. So, as I mentioned, Alors comme je l'ai mentionné, avant d'être dans un poste indéterminé, j'ai travaillé comme occasionnel. Et en tant qu'occasionnel, vos droits d'employé sont assez différents des droits des employés indéterminés. Et durant mon premier contrat de 90 jours, j'ai eu l'expérience de choses assez implaisantes et je n'étais pas tout à fait sûr de comment traiter tout ça et le soulever auprès de la gestion. Et je crois que pour beaucoup d'employés autochtones, on se retrouve à chercher du confort et des conseils d'autres employés autochtones parce que 99% du temps, d'autres employés autochtones ont vécu quelque chose de similaire. Donc on peut se serrer les coudes et partager notre vécu. Et je voulais juste dire que même si cette première expérience pour moi n'était pas très bonne, à mon dernier jour, j'ai soumis une lettre à mon DG et mon SMA, une lettre de 8 pages. J'ai vraiment expliqué tous les problèmes et toutes les expériences négatives que j'avais vécues durant mes 90 jours, ce qui n'est pas si long que ça. Et j'ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai expliqué pourquoi c'était inapproprié et inacceptable. Et j'ai également donné des façons de s'améliorer. Et je crois que cette dernière partie est une bonne façon de faire avancer les choses. Et pour moi, je trouve que des lettres sont très utiles parce que ça laisse une trace. Et j'avais quitté la fonction publique après ces 90 jours et ensuite je suis revenu il y a un an plus tard. Et lorsque je suis revenu, il y avait quelques personnes qui avaient mentionné qu'ils avaient lu ma lettre. Alors ça avait été circulé, ce qui était surprenant, et j'étais ravi que, je l'espère, ça avait apporté un certain changement et de bons échanges. Bien, vous venez de me faire pleurer. Vous pouvez voir que je suis triste, mais j'ai été vraiment motivé par ce que vous avez fait. C'était une bonne façon de faire, Margarita. En tant qu'occasionnel, et j'ai été dans cette situation, d'avoir cette force de caractère que vous démontrez dans cette lettre, le fait de communiquer tout cela, c'est formidable. Donc, félicitations. OK. Juste pour préciser, pour les gens qui sont en ligne, il y a plusieurs choses qui me déçoivent dans notre environnement. Et c'est lorsque les jeunes gens, plus jeunes, comme vous, ou même n'importe qui est nouveau fonctionnaire, je me sens honorée de travailler dans la fonction publique et je suis très touchée quand j'écoute les expériences qui viennent d'être partagées. Ce que vous avez fait avec votre lettre, c'était fabuleux. Karine? Merci, Mary. Je ne peux pas dire que j'ai vécu ce que Margarita aurait vécu, mais je puis vous dire que lorsque j'ai commencé mon travail à la fonction publique, ma toute première journée sur le tas,
On m'a demandé, est-ce que vous avez obtenu cet emploi parce que vous êtes autochtone? J'avais une maîtrise, gna, 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 mais cette personne m'a dit, oh, vous avez obtenu ce poste tout simplement parce que vous êtes autochtone. Et j'étais vraiment outrée par cela. J'ai donc en discuté avec ma gestionnaire et ma directrice à l'époque. Je faisais confiance plutôt à ces deux femmes. Et j'ai encore beaucoup d'estime pour elles. On a parlé des mentors. Les mentors sont très importants pour vous. Essayez donc de trouver des leaders qui sont forts, qui vont vous soutenir. Écoutez, l'ISCAP et les 15 heures dont je vous ai parlé est très important. C'est une façon de présenter la culture autochtone. Assurez-vous que tout le monde au sein de votre équipe ou où vous travaillez, assurez-vous que ces personnes-là sont au courant de cette formation de prise de sensibilisation, de prise de conscience. L'année 2020 a été difficile pour tout le monde. Essayons donc de travailler ensemble pour améliorer l'année 2021. Et pour ces jeunes gens qui vont être embauchés l'été prochain, j'espère qu'ils seront très bien reçus. Nous sommes en train maintenant de recevoir des questions. C'est la partie questions-réponses. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Voici une question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces personnes autochtones sont soutenues dans un travail qui est signifiant, qui est important et qui est tangible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectuer ce changement? Qui veut commencer? OK, on va commencer avec Karine. Merci, Mary. Honnêtement, il s'agit tout simplement de planification. Pourquoi est-ce que vous embauchez une personne autochtone? Est-ce que parce qu'il existe un quota, un contingentement que vous devez remplir? Ah, mais ça, c'est affreux. La personne veut obtenir un travail qui est signifiant, qui est tangible. Et si vous ne pouvez pas dire le pourquoi est-ce que vous avez embauché une personne autochtone pour ce poste-là, alors ce n'est pas bon. Il faut réfléchir d'abord. Avant de doter le poste, il faut réfléchir. On n'embauche pas tout simplement pour répondre aux besoins d'un quota. Quels seront les apports de cette personne? Vous travaillez sur un dossier particulier, mais ce n'est pas limité à cela. Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez, avec le soutien de votre gestionnaire, vous pouvez travailler sur les dossiers plus importants à côté d'autres employés autochtones qui se trouvent dans votre ministère ou dans d'autres ministères. Si vous vous joignez à ITAC et l'important vraiment, c'est le soutien du gestionnaire. OK. Alors, pour les gestionnaires, lorsque vous embauchez quelqu'un, demandez qu'est-ce que vous voudriez faire comme travail. Je dis souvent, je ne veux pas travailler, mais
J'ai dit maintes fois, j'aimerais faire quelque chose au niveau de la société, de la corporation, peut-être dans les ressources humaines. Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. Avant de passer à Nathalie, je vais vous donner un exemple. Nous avons embauché quelqu'un pour un poste administratif, mais la personne était ennuyée à mort. Et j'ai vu que la personne jouait au solitaire sur l'ordinateur. Le travail était fait, bien fait. On en parlait. Et puis par la suite, on a transféré cette personne dans une boîte PM. Et l'employé faisait de la rédaction, préparait des séances d'information. Et cet AS qui a été embauché au début est maintenant un PM6. Je suis d'accord, dit Nathalie. Ce que je fais, moi, j'ai eu l'occasion j'ai pu bénéficier du fait que j'ai toujours travaillé avec de petites équipes. La première chose que je fais, réunion d'équipe. Tout le monde s'exprime. Qui vous êtes? Qui sont vos grands-parents? D'où venez-vous? Et je vais demander quelle est votre passion. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quelle sorte de travail? Et puis, on me dit quels sont vos intérêts. Il y a ce dialogue qui commence et c'est très important. Je vois qu'il existe des fois un potentiel chez un employé et je dis, quand on me demande des conseils, regardez donc ce que vous faites maintenant, ce que vous voudriez faire à l'avenir. Essayez d'établir une voie d'atteindre ce parcours qui vous permettrait de faire une demande d'emploi pour cet emploi, pour ce poste que vous voulez vraiment occuper. Alors, bien sûr, si on a une équipe qui est très grande, on ne pourrait peut-être pas faire cela, mais avec une petite équipe, on peut. Mais il faut que les gens expriment leurs intérêts et décrivent qu'est-ce qui les intéresse, les passionne. Et en tant que gestionnaire, je parle de la compétence, les moyens d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Nous avons beaucoup de cours en ligne sur la culture, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Je regarde tout cela et j'essaie de m'assurer que tout le monde peut y accéder. Fameux. Et c'est presque la fin, mais il nous reste 2 questions qui sont liées plus ou moins. Et j'espère... j'ai une question d'une personne non autochtone qui travaille dans une zone autochtone. Comment est-ce qu'on pourrait créer un environnement accueillant d'accueil pour les employés autochtones? Et autre question, est-ce qu'on peut offrir des conseils lorsque les gestionnaires non autochtones veulent comprendre un dossier autochtone? Ils ne veulent pas paraître... ils ne veulent pas démontrer un tokenisme ou un symbolisme, c'est tout. Oui, je pense qu'on peut faire ça avec le respect dans un milieu de travail qui est respectueux. On peut prendre le temps
de s'informer sur la réalité autochtone. J'ai fait cela moi-même. Je sais que j'ai mieux compris les difficultés par lesquelles les personnes autochtones devaient passer pour obtenir un poste au gouvernement, un poste à la fonction publique. Et c'est de cette façon qu'on devient plus respectueux envers eux. Très bien. Et l'autre question, avez-vous quelque chose à dire? Est-ce qu'il existe un moyen d'obtenir des renseignements dans une optique autochtone sur un dossier qui n'est autochtone? Karine, quand vous parliez, j'ai pensé à ceci. Ce n'est pas uniquement les Autochtones qui devraient travailler sur les dossiers autochtones, ou que c'est primordial qu'on ait cette optique autochtone. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est nécessaire de limiter. Lorsque Nathalie a parlé de l'intégration, vous identifiez la personne, vous identifiez les questions qui sont inconfortables. Et vous savez, dans le ministère, il existe énormément de ressources. Je sais que ces personnes qui sont dans le ministère peut-être ne comprennent pas tout à fait tous les dossiers, mais comme Mary a dit, on a les Métis, on a les Premières Nations et les Inuits, et dans chaque groupe, ils ont leurs différences. Il faut que tout le monde comprenne cela. Peut-être on veut travailler avec l'ITK, par exemple, ou un autre groupe qui est là pour soutenir le gouvernement du point de vue de la politique. Mary a travaillé avec la division de la formation et ça a des conséquences pour les étudiants. Alors, aller dans les centres de formation, les écoles pour les étudiants autochtones. On ne crée pas la politique simplement pour créer de la politique, pour créer des programmes. Nous sommes ici pour appuyer les employés autochtones. Alors, chaque politique que vous élaborez, que vous mettez en œuvre, va aider ces employés, à ces groupes-là. On a des partenaires qui sont là pour une raison. On peut parler aux employés autochtones et non autochtones pour une bonne raison. Il faut donc faire participer tous nos partenaires, l'Assemblée des Premières Nations, le Conseil des Métis ou autres. Et particulièrement en ce qui concerne les questions féminines, il y a énormément de partenaires qui sont là, qui peuvent nous aider en ce qui concerne cette optique autochtone. N'ayez pas peur de poser des questions. Comme vous le savez, nous ne manquons pas de questions, mais je vois qu'il y a une question sur la commission de la réconciliation, les appels à l'action. Est-ce que cela va aider à enlever les obstacles? Il y a beaucoup de travail qui a été fait jusque-là sur la réconciliation, mais tous nos conférenciers vous ont parlé de cela. Et c'est là que je pense vraiment qu'on va pouvoir retirer des barrières, c'est en travaillant ensemble dans la communauté de la fonction publique fédérale, en se rassemblant et en mettant à bas ces barrières, en disant, vous savez quoi, nous décidons si c'est la façon dont on va travailler et c'est comme ça qu'on va développer et retenir des
personnes autochtones dans la fonction publique fédérale. Et tout ça commence avec nous. Et sur cette note, je veux remercier tout le monde. Ce seront mes derniers mots. Ça commence avec vous. Et n'oubliez pas que nous avons différentes ressources auxquelles vous pouvez accéder. Nous avons beaucoup de bonnes leçons retenues, des mentors, et dans le doute, appelez-nous. Je suis sérieuse, ça ne peut pas faire de mal. N'ayez pas peur. Des différents niveaux. Si c'est le cas, ce n'est pas un lieu où on veut travailler, mais il y a beaucoup d'endroits où vous serez les bienvenus. Donc bonne chance et à la prochaine. Merci. Bye bye.